Bonjour, je m'appelle Lucie Charnet, je suis conseillère EDF pour les entreprises à Lyon. Beaucoup de clients me demandent comment se lancer dans la transition énergétique de leur entreprise. Nous parlons ensemble de solutions concrètes comme Suivi Conso, un outil pour comprendre et analyser leur consommation afin de l'optimiser. C'est un premier pas pour entamer la décarbonation de leur activité et maîtriser leurs factures. EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'Inde est-elle devenue un poids lourd de la scène internationale ? Avec mes collègues de Sur le fil, nous avons décidé de consacrer plusieurs épisodes aux élections en Inde, ce géant de 1,4 milliard d'habitants. Indépendant depuis 1947, ce pays, qualifié de plus grande démocratie du monde, n'avait encore jamais vraiment pesé sur la scène internationale, se contentant d'être une puissance régionale. Sous la gouvernance de Narendra Modi, qui brigue un troisième mandat lors des élections qui débutent le 19 avril, l'Inde s'affirme comme un acteur incontournable des affaires du monde, un porte-parole des pays du Sud. Elle s'affiche aussi comme un contrepoids aux ambitions de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Pour en parler, Sur le fil a invité Arunav Saikia, un de nos journalistes à New Delhi, Christophe Jaffrelot, enseignant à Sciences Po et auteur notamment de l'Inde de Modi, ainsi que Harsh Pant, professeur de relations internationales au King's College de Londres. Sur le fil. Revenons un peu en arrière. À la fin de notre précédent épisode sur l'Inde, ma collègue Michaela Kansela-Kiefer vous expliquait que la popularité de Narendra Modi tenait aussi à ses succès sur la scène internationale. Pour beaucoup d'Indiens, le Premier ministre a redonné sa grandeur à leur pays, selon mon collègue à New Delhi, Arunav Saikia. Beaucoup de jeunes Indiens croient que l'Inde a enfin atteint le niveau qu'elle était censée atteindre et qu'elle a été prise au sérieux par les pays étrangers. C'est d'ailleurs l'un des principaux arguments de M. Modi cette année. L'Inde, sous sa présidence, a concrétisé son potentiel sur la scène internationale. Modi n'était pas autorisé à rentrer aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les États-Unis n'ont autorisé M. Modi à venir qu'après qu'il soit devenu Premier ministre. Moins de 10 ans plus tard, nous voyons Modi s'adresser et prononcer un discours devant le Congrès, ce qui est un honneur rare, réservé à des alliés proches. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. It is always a great honor to address the United States Congress. C'était le 22 juin 2023. Narendra Modi s'adressait pour la deuxième fois devant le Congrès américain. C'est un privilège rare réservé aux alliés, le symbole du choix de l'Inde et des États-Unis de s'associer. Sauf que pour Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po, spécialiste du sous-continent indien, la réalité est bien plus complexe. La vraie victoire diplomatique de Modi, c'est d'avoir persuadé les États-Unis qu'il était incontournable dans l'Indo-Pacifique. La grande stratégie américaine, aujourd'hui, c'est l'Indo-Pacifique. Et du coup, 2017, l'Inde est partie prenante du Quad, cette coalition qui regroupe les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde, dans l'optique de... Dans l'Indo-Pacifique, il nous faut un partenaire qui fasse pendant à la Chine, qui fasse équilibre à la Chine. Et donc ça, il en a très bien joué. C'est une véritable réussite, d'autant plus grande qu'en parallèle, il n'a pas cédé aux pressions et il est resté un des grands amis de Poutine. Réussir à garder des relations aussi fortes avec les meilleurs ennemis du monde que sont Biden et Poutine aujourd'hui, c'est dans la tradition indienne du non-alignement, une véritable réussite, un succès diplomatique. L'Inde est devenue incontournable dans la région Indo-Pacifique. Récemment, en janvier, la réception en grande pompe d'Emmanuel Macron a marqué le rapprochement entre les deux pays. Au fond, nous avons scellé ces dernières années une alliance en termes de défense absolument inédite. Elle est le fait de nos armées, le fait de plusieurs de nos industriels. Plusieurs d'entre eux sont là aujourd'hui. Nous allons continuer de la consolider avec un objectif qui est
justement d'être au rendez-vous du Make in India, mais de le faire en échangeant de manière sereine les technologies, en produisant aussi, en faisant au fond de l'Inde un hub de production pour tous nos partenariats de la région. L'Inde, qui représente 1/6 de la population mondiale, aspire à la puissance et donc à l'indépendance dans ses choix. Certes, elle se rapproche de l'Occident tout en poursuivant ses intérêts, sa propre voie, et c'est comme ça qu'elle se tourne aussi vers la Russie. Ainsi, Moscou est le premier fournisseur d'armes de New Delhi et l'Inde achète à bas prix le pétrole frappé par les sanctions occidentales qui ciblent les hydrocarbures russes. On écoute le professeur du King's College, Harsh Pant. India is increasingly willing to shape the structures of international politics. L'Inde est de plus en plus disposée à façonner les structures de la politique internationale en accord avec ses propres intérêts. Même sur la question de la Russie, l'Inde a été très ouverte sur le fait que le pétrole à prix réduit que lui fournit la Russie est très important pour son économie. Une réaction de l'Occident n'est peut-être pas prudente ou peut-être pas souhaitable, car cela inciterait les décideurs politiques indiens à réagir. Je pense que les tendances mèneront à des partenariats qui émergent déjà avec l'Occident. L'Inde essaie de garder des bonnes relations stables avec la Russie. Mais la trajectoire à long terme de ces relations avec la Russie n'est pas aussi bonne qu'il n'y paraît. Et quelles sont les opportunités ? Le secteur privé indien n'est pas autant attiré par la Russie qu'il ne l'est par l'Occident. La classe moyenne indienne n'est pas séduite par la Russie. Différents groupes s'éloignent de la Russie. Selon le chercheur basé à New Delhi, l'Inde a remporté quelques victoires majeures sur la scène internationale en s'imposant notamment un peu comme un porte-parole du Sud global. Narendra Modi a par exemple été à l'origine, avec Emmanuel Macron, de l'Alliance solaire internationale qui vise à encourager une meilleure exploitation de l'énergie solaire pour réduire la dépendance au gaz ou au pétrole. Thank you very much. Mr. Prime Minister, dear Narendra, it was about this International Solar Alliance. It was 2 years ago. Modi a aussi lancé la coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes, qui regroupe notamment des agences de l'ONU, la Banque mondiale, l'Union européenne et 39 pays. Ces deux institutions sont basées en Inde. Et puis l'année dernière, l'Inde a organisé le G20, l'apothéose des efforts diplomatiques de Modi. Parmi les réussites les plus tangibles de ce sommet figure l'intégration de l'Union africaine, renforçant l'Inde comme un porte-parole du Sud. Mais ce n'est pas tout. Un autre volet de la puissance reste le militaire. D'abord, l'Inde dispose de la bombe nucléaire, ce qui la place parmi les grands du monde, mais elle n'avait pas pour habitude d'intervenir en dehors de son sous-continent. Et cela change, selon le professeur Pant. En même temps, il faut dire que l'Inde fait des choses, comme envoyer sa marine dans la mer Rouge pour contrer les attaques des Houthis. La marine indienne y est désormais très activement déployée et de manière indépendante, pas dans le cadre d'une coalition. Par conséquent, je pense que l'idée importante, c'est que l'Inde contribue au bien public mondial et continue à contribuer à la gouvernance mondiale. Et pour finir de s'inviter à la table des grands et peser encore plus sur la marche du monde, l'Inde doit désormais muscler son économie. Si elle affiche un important taux de croissance, l'un des tout meilleurs dans le monde, elle peine à s'industrialiser et à fournir des emplois à ces millions de jeunes au chômage. L'économie reste un immense chantier pour Narendra Modi, selon Christophe Jaffrelot. L'Inde a espéré profiter de ce qu'on appelle le decoupling aux États-Unis, ce qu'on appelle le de-risking en Europe, à savoir il faut diversifier nos sources d'approvisionnement. La Chine n'est plus aussi sûre qu'elle l'était et on se retourne vers d'autres pays. En fait, elle n'y parvient pas vraiment. Parce qu'elle continue à avoir une main-d'œuvre sous-qualifiée. On ne transforme pas des paysans en ouvriers d'usine si facilement. Elle continue à ne pas avoir les infrastructures qu'il faut. Les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports. Tout ça va moins vite que partout ailleurs, quasiment en Asie du Sud-Est. Et puis, le risque politique est quand même non nul. Là, il y a quand même des investisseurs qui s'interrogent sur la dérive autoritaire du régime. Alors, ce n'est pas le facteur principal.
mais c'est un facteur qui finit par avoir aussi son rôle. Du coup, les investissements étrangers sont en baisse. La prospérité n'est pas au rendez-vous. Une économie en croissance, même si la prospérité n'est pas encore au rendez-vous, une présence dans les institutions mondiales et des forces armées qui se projettent loin, l'Inde est donc bien en train de s'imposer comme un géant. Pour y parvenir complètement, elle espère devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, avec la France, la Russie, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, un privilège qui lui a toujours été refusé. Modi n'en fait plus réellement un objectif. Son argument, en forme de question, comment une institution peut-elle être sérieuse si elle se passe de la vie d'un pays d'1,4 milliard d'habitants ? L'Inde poursuit là encore sa propre voie. En multipliant les partenaires, elle veut devenir un acteur impossible à ignorer, même sans un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir écouté cet épisode. Sur le fil revient demain. Bonjour, je m'appelle Lucie Charnay, je suis conseillère EDF pour les entreprises à Lyon. Beaucoup de clients me demandent comment se lancer dans la transition énergétique de leur entreprise. Nous parlons ensemble de solutions concrètes comme Suivi Conso, un outil pour comprendre et analyser leur consommation afin de l'optimiser. C'est un premier pas pour entamer la décarbonation de leur activité et maîtriser leurs factures. EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.